On va maintenant parler du foie, mais avant ça, on va introduire une notion importante, celle du hile hépatique. Le hile hépatique ou pédicule hépatique regroupe l'ensemble des éléments vasculaires, nerveux et biliaires qui vont et qui viennent à cette face inférieure du foie. Le hile se projette au niveau du point de Murphy, c'est le point vésiculaire cutané de projection du hile, mais également de la vésicule biliaire. On le retrouve au niveau de l'intersection entre le bord inférieur des côtes ici et du bord droit du muscle droit de l'abdomen. En effet, on a deux grands droits, un à gauche et un à droite. Cette région elle est importante parce que quand on a une douleur ici, ça peut être évocateur de pathologie hépatobiliaire. On va maintenant passer à la description de ce hile hépatique. On retrouve deux éléments. Des éléments fonctionnels qui amènent le sang au foie pour qu'il assure ses fonctions ou pour qu'il évacue la bile avec les voies biliaires. On retrouve tout à fait en arrière de ce pédicule la veine porte qui amène le sang que le foie va filtrer. En avant et à gauche, on reconnaît l'artère hépatique propre ici. Et en avant et à droite, on a les voies biliaires. Et on retrouve du coup le deuxième élément que sont les éléments nourriciers, non représentés ici, mais qui permettent tout simplement de maintenir le foie en vie, tels que des éléments nerveux, vasculaires, mais aussi lymphatiques. On va maintenant revenir sur ces éléments fonctionnels avec la veine porte qui est l'élément le plus important. Elle va venir drainer le sang veineux de l'intestin. Elle est formée par la réunion de trois veines. La veine mésentérique supérieure qui draine le sang de l'intestin grêle et de la partie droite du côlon. La veine mésentérique inférieure qui draine le sang de la partie gauche du côlon et du rectum. Et la veine splénique qui draine le sang de la rate. Cette veine porte est formée par la réunion de la veine mésentérique supérieure et du tronc splénomésaraïque en arrière de l'isthme pancréatique. Le tronc splénomésaraïque, lui-même formé par la réunion de la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Donc tout cela se forme en arrière de l'isthme pancréatique. On peut voir la trajectoire de la veine porte en arrière qui est oblique, qui se dirige vers le haut et la droite. Cette veine porte, une fois qu'elle arrive au niveau du parenchyme hépatique, elle va se diviser en deux. Une branche portale droite qui va continuer l'axe de ce tronc porte, son prolongement, et une veine portale gauche qui va partir à 90 degrés vers la gauche. On va maintenant voir le deuxième élément, l'artère hépatique propre. En effet, on le rappelle, le tronc cœliaque, première branche à destinée viscérale de l'aorte abdominale, va donner trois artères, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune, qui va devenir artère hépatique propre uniquement et seulement après avoir donné l'artère gastro-duodénale, qu'on représente ici sectionnée. On peut voir que cette artère hépatique propre, elle est bien antérieure et à gauche. Ces collatérales vont donc être l'artère gastrique gauche, comme on l'avait vu au niveau du cercle artériel de la petite courbure de l'estomac. Mais on a également l'artère cystique ici qui va venir irriguer, vasculariser la vésicule biliaire. Et également, de la même manière, l'artère hépatique propre va se diviser en une artère hépatique gauche et une artère hépatique droite une fois qu'elle arrive au niveau de l'estomac. Et le troisième élément, que sont les conduits biliaires, c'est l'élément ventral, on peut voir ici, et droit du hile, composé des conduits biliaires hépatiques droit et gauche qui vont donner la voie biliaire principale au niveau de la confluence ou convergence biliaire supérieure. Ensuite, le conduit cystique va venir rejoindre cette voie biliaire principale au niveau de la confluence biliaire inférieure pour donner le canal cholédoque. On va maintenant voir qu'on peut segmenter ce hile hépatique en trois étages. Un étage hilaire supérieur, un étage moyen, c'est le pédicule à proprement parler, et un étage inférieur rétro-duodénal. L'étage supérieur hilaire, c'est le lieu des convergences, en effet avec la convergence biliaire supérieure, mais également le lieu des divergences des éléments, comme on l'a vu, avec la veine portale et l'artère hépatique propre qui vont venir se diviser. Ensuite, on poursuit avec l'étage
moyen pédiculaire à proprement parler, avec la convergence biliaire inférieure, et on peut voir que c'est l'élément pédiculaire oui, car c'est là où se regroupent tous les éléments. On peut distinguer une structure importante ici, le triangle de Callot, formé par en haut l'artère cystique, en dedans la voie biliaire principale et en dehors le conduit cystique. Il est notamment visible en tirant la vésicule vers le haut et la droite et est donc très important lors de chirurgie. On poursuit logiquement avec l'étage inférieur ou encore rétro-duodénal. On peut distinguer une structure, c'est le triangle interporto-cholédocien ici, porto faisant référence à la veine porte et cholédocien pour cholédoque. C'est le triangle formé par l'écartement entre la veine porte et le canal cholédoque. On a également à ce niveau le petit omentum, on le rappelle, ce double feuillet de péritoine tendu entre le pédicule hépatique et l'estomac. Il faudra ouvrir ce petit omentum pour opérer le pédicule hépatique et découvrir les éléments qui se cachent derrière. On va maintenant parler du foie, cet organe indispensable à la vie qui possède 4 fonctions principales. Une première qu'on a déjà évoquée de filtration et d'épuration du sang intestinal véhiculé par le tronc-porte, une deuxième de synthèse des facteurs de coagulation permettant l'hémostase et non l'hématose, une troisième de stockage énergétique du glycogène et enfin celle de synthèse et de sécrétion de la bile permettant la digestion des aliments. On va rappeler que les nutriments sont ingérés et digérés grâce à l'intestin. On va donc retrouver une vascularisation premièrement artérielle tout le long du tube digestif pour apporter l'oxygène aux organes et enfin une vascularisation veineuse dont la quasi-totalité des veines intestinales va converger vers le foie ici par le tronc-porte. Ensuite, ce sang il est distribué dans tout le parenchyme hépatique comme on peut le voir et il va venir se drainer dans les veines hépatiques qui vont elles-mêmes se drainer dans la veine cave inférieure. Le plus souvent, cette veine porte un trajet oblique, on le rappelle, dirigé vers le haut et la droite et vers l'arrière, c'est l'élément le plus postérieur du hile hépatique. Une fois qu'elle pénètre dans le parenchyme hépatique, elle va se diviser en deux, une branche portale droite qui continue l'axe du tronc-porte et une branche portale gauche qui va partir à 90 degrés à peu près vers la gauche. Cette branche portale droite, elle va elle-même se diviser et elle va surtout irriguer ce que l'on appelle le foie droit. Elle va donner une veine paramédiane droite ici et une veine latérale droite. De la même manière pour la branche portale gauche qui va irriguer le foie gauche, elle va donner une veine paramédiane gauche et une veine latérale gauche. On peut reconnaître ici le récessus veineux de Rex qui va se prolonger en avant par le ligament rond. C'est le vestige embryologique de la veine ombilicale gauche thrombosée après la naissance. On va maintenant passer à la morphologie du foie. Le foie, c'est une volumineuse glande qui est marron brillant et elle est entourée d'une tunique fibreuse que l'on appelle la capsule de Glisson et qui permet son maintien en place. C'est un segment d'ovoïde qui est sectionné, étendu transversalement, c'est-à-dire à l'horizontale. En effet, on peut voir qu'il a une forme assez ovoïde. Il est oblique d'avant en arrière et de dedans vers le dehors. Et on peut le voir, il est dans un plan qui est non frontal, contrairement à l'estomac. C'est pour ça qu'on le décrit dans une vue de 3/4. On le rappelle, le foie il possède une grosse extrémité droite, large, et une extrémité gauche qui est plus petite, beaucoup plus effilée. On va maintenant passer à une partie très importante sur le foie, celle de la segmentation hépatique. On va commencer avec la segmentation anatomique, morphologique avec les lobes hépatiques. Donc morphologique, dites-vous, ça fait référence à la forme logiquement. Cette segmentation, elle est basée sur l'aspect, la structure externe du foie, donc ce que l'on voit. On peut voir en effet ici sur cette vue antérieure du foie, de part et d'autre de ce ligament falciforme, le lobe droit du lobe gauche. Donc le lobe droit et gauche, ils sont distingués par rapport à ce ligament falciforme. Maintenant, si on passe sur une vue inférieure, on va pouvoir apercevoir nos 4 lobes. On reconnaît le lobe droit à droite qui est beaucoup plus ovoïde que le lobe gauche, qui est beaucoup plus effilé, qui se prolonge.
On a le lobe caudé ici, qui est en avant de la veine cave inférieure et en arrière du pédicule hépatique. Et ensuite, nous avons le lobe carré ici, qui a la forme d'un H. Dites-vous, vous avez les deux barres parallèles et au centre, la barre centrale. Il est compris entre le sillon cystique, à droite, ici vous avez la vésicule biliaire avec son sillon cystique, à gauche par le sillon ombilical et en arrière par le pédicule hépatique. Et on voit ce pédicule hépatique au centre avec les éléments que nous avons vus tout à l'heure. Le sillon ombilical ici, il va se prolonger en arrière vers la veine cave inférieure pour donner le sillon veineux d'Arantius, qui est un vestige embryologique d'un canal veineux. Et il va donner au niveau de la face antérieure, ici, le ligament rond, ce vestige embryologique de la veine ombilicale gauche. Et on va voir que le ligament falciforme, il va venir entourer ce ligament rond. On va maintenant passer sur une vue postérieure. Sur une vue postérieure, de la même manière que sur la vue inférieure, on va distinguer nos 4 lobes. De part et d'autre de la veine cave inférieure, ici le lobe gauche et le lobe droit, le lobe caudé ainsi que le lobe carré. Maintenant la segmentation fonctionnelle avec les foies et non plus des lobes. Selon Quinault, un anatomiste, elle est différente de la segmentation anatomique car elle est cette fois-ci relative aux éléments internes du foie, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur la vascularisation et sur la distribution portale. En effet, on le rappelle, lorsque la veine porte pénètre dans le foie, elle va se diviser en 2 branches, une portale droite et une portale gauche. Portale droite qui va venir irriguer ce que l'on appelle le foie droit et une portale gauche pour le foie gauche. Chaque branche portale va se diviser elle-même en une veine latérale et une veine paramédiane. Ici, la segmentation, elle ne va pas être visible. Le foie droit et le foie gauche, ils vont être séparés par une ligne imaginaire qu'on appelle la scissure porte principale, ici en pointillé, qui va venir partir, comme on peut le voir, du bord droit de la veine cave inférieure pour aller se continuer jusqu'au fond de la fossette cystique. Cela correspond en réalité au prolongement imaginaire de la veine hépatique médiane. En effet, on a vu qu'il y avait 3 veines hépatiques qui vont venir se drainer dans la veine cave inférieure, une veine hépatique droite, une veine hépatique médiane et une veine hépatique gauche. On va maintenant pouvoir diviser le foie en 4 secteurs grâce aux lignes imaginaires formées par le prolongement de ces veines hépatiques. On parle bien là de veines hépatiques qui se drainent dans la veine cave inférieure et non pas des veines portales. On a donc la scissure porte principale, comme on a vu, dans laquelle circule la veine hépatique médiane ici. Ensuite, la scissure porte droite, dans laquelle circule la veine hépatique droite, et la scissure porte gauche, dans laquelle circule la veine hépatique gauche. A noter que chaque secteur de foie que l'on va voir va porter le nom de la veine portale qui vient le vasculariser. On va donc commencer au niveau du foie gauche ici, avec le secteur latéral gauche qui est à gauche de la scissure porte gauche, logiquement vascularisé par la veine portale latérale gauche ici. Il va être représenté par le segment 2, en effet c'est le plus latéral et le plus effilé. Ensuite nous avons le secteur paramédian gauche entre la scissure porte principale et la scissure porte gauche, vascularisé par cette veine paramédiane gauche. Il va être composé du segment 3 et du segment 4. En effet, on peut distinguer le segment 3 et le segment 4 grâce et de part et d'autre de ce ligament falciforme. On va maintenant passer au foie droit qui se situe à droite de la scissure porte principale, vascularisé par la veine portale droite. On va commencer avec le secteur paramédian droit entre scissure porte principale et la scissure porte droite qui va être vascularisé par la veine paramédiane droite. Il est composé du segment 5 et du segment 8. Ensuite, nous avons le plus latéral,
le secteur latéral droit, vascularisé par cette veine latérale droite, il est composé du segment 6 et du segment 7. Pour les segments 5 à 8, ici, au niveau du foie droit, on le rappelle, on va les énumérer dans le sens des aiguilles d'une montre en partant d'en bas à gauche ici. Sur une vue inférieure également, on peut voir qu'il y a une correspondance entre sectorisation fonctionnelle et anatomique. C'est-à-dire qu'un lobe anatomique correspond aussi à un segment fonctionnel. En l'occurrence, ici, le lobe codé correspond au segment 1 et le lobe carré, ici, entre la bile et le ligament rond, juste ici, correspond au segment 4. Il faut bien faire la distinction entre foie et lobe. Ici, nous avons le segment 4 qui appartient au lobe droit, mais il appartient au foie gauche. Donc, pour résumer, on retient que la vascularisation portale ne correspond pas à la morphologie. Grâce aux ligaments falciformes et certains autres éléments, on a pu définir 4 lobes. Les veines sus-hépatiques, ici, permettent de diviser le foie en droite et gauche ainsi qu'en 4 secteurs qui sont irrigués par les 4 veines portales. À partir de ces secteurs, Quinault a divisé le foie en 8 segments, ce qui est utile en clinique notamment pour les chirurgies d'exérèse lors d'hépatectomie par exemple. On va maintenant passer aux moyens de fixité du foie qui lui permettent d'être amarré solidement aux structures environnantes grâce à des attaches péritonéales et vasculaires. On va commencer avec le ligament falciforme, ce feuillet de péritoine tendu entre le foie, le ligament rond, la paroi antérieure de l'abdomen, ainsi que le diaphragme thoraco-abdominal. On peut voir que ce ligament falciforme va présenter 2 feuillets. Tout d'abord le feuillet droit qui va venir se poursuivre le long du lobe droit et venir se tendre ici au niveau du diaphragme thoraco-abdominal. Ensuite, il va venir se poursuivre au niveau de la face postérieure pour passer en avant de la veine cave inférieure et venir se continuer en entourant le hile hépatique au niveau de la face inférieure du foie pour venir se poursuivre au niveau de la face antérieure et entourer le ligament rond. Au niveau du feuillet gauche du ligament falciforme, on retrouve le même principe. Le péritoine va venir se poursuivre le long du lobe gauche et venir présenter une adhérence au niveau du diaphragme thoraco-abdominal pour se poursuivre au niveau de la face postérieure et cette fois-ci venir longer le hile hépatique, non pas l'entourer mais le longer pour venir entourer le ligament rond au niveau de la face antérieure. Toujours sur cette face postérieure, on va pouvoir distinguer des triangles ici grâce aux lignes de réflexion du péritoine, au repli du péritoine. Ce sont les ligaments triangulaires gauche et droit au niveau de la face postérieure. Ces ligaments triangulaires gauche et droit vont venir se réunir pour former le ligament coronaire. En effet, ils sont disposés comme une couronne autour du foie. Ils permettent de fixer le foie au diaphragme et empêchent le foie de tourner sur son axe. C'est donc un des éléments principaux de fixation du foie au diaphragme. Ce ligament coronaire, il va venir se poursuivre au niveau de la face antérieure. On peut le voir ici pour donner le ligament falciforme. Et au niveau de la face inférieure, comme on l'a dit tout à l'heure, pour venir entourer le pédicule hépatique et donner ici le petit omentum. On a un troisième élément de fixation, c'est le ligament transverse de la veine cave inférieure, le ligament veineux, qui va former un pont entre le lobe droit et le lobe gauche. Et enfin, le dernier élément de fixation, ce sont les veines hépatiques. En effet, on le rappelle, on a 3 veines hépatiques, une veine hépatique droite qui va venir se drainer directement dans la veine cave inférieure, et une veine hépatique gauche et une veine hépatique médiane qui vont venir former un tronc commun, et c'est ce tronc commun qui va venir s'aboucher au niveau de la face antéro-gauche de la veine cave inférieure. Et ces veines hépatiques sont ancrées dans le parenchyme hépatique, ce qui va permettre, encore une fois, ce moyen de fixation du foie. Lorsqu'on a des traumatismes, en particulier des décélérations du foie, on va observer un mouvement de rotation du foie autour de la veine cave inférieure, responsable de graves lésions. On va avoir ce que l'on appelle un arrachement cavo-hépatique, ce qui va entraîner des décès par hémorragie brutale. On va maintenant parler de l'intestin grêle, cet organe qui a pour fonction principale celle
de l'absorption des aliments. C'est un tube d'une longueur d'environ 6 mètres, variable en fonction des gens, pouvant aller de 3 à 10 mètres. En dessous de 1,50 m, on dit qu'il est trop court, pouvant mener à des syndromes de malabsorption. On lui distingue 3 parties à cet intestin grêle. Le duodénum, on peut voir la partie ici terminale du D4, le jéjunum et l'iléon. Le jéjunum mesure environ 3 mètres et ses anses débutent au niveau de cet angle duodéno-jéjunal, l'angle de Treitz. On peut voir qu'il possède des anses horizontales qui vont venir se terminer au niveau de la moitié de la longueur de l'intestin grêle, donnant suite à l'iléon. On peut voir qu'il n'y a aucune marque anatomique entre jéjunum et iléon, seulement un changement de disposition des anses. L'iléon possède des anses disposées de manière verticale et il va se terminer au niveau de la face médiale et postérieure du cécum du côlon droit. Au fur et à mesure de l'intestin grêle, il va voir son calibre diminuer progressivement avec un diamètre d'environ 3 cm au niveau du jéjunum et d'1 cm au niveau de l'iléon. Donc lorsque l'on va ingérer un élément qui va être trop gros, il pourra circuler dans le tube digestif et être bloqué lorsque le calibre intestinal est trop faible. Donc préférentiellement au niveau de l'iléon. Et bien sûr, c'est relatif en fonction de la taille de ce qu'on a ingéré. En situation pathologique, lors de lithiase biliaire, donc ce sont des calculs dans la vésicule biliaire, ils vont pouvoir parcourir le tube digestif et il sera coincé dans la partie distale de l'intestin grêle, entraînant une obstruction du tube digestif. C'est ce que l'on appelle l'iléus biliaire, une occlusion iléale d'origine biliaire. L'intestin grêle est lui aussi à l'image de l'estomac composé de plusieurs couches. C'est un tube lisse, contrairement au côlon, lui, qu'on verra tout à l'heure, qui est bosselé. On reconnaît ici en rose la muqueuse, la couche la plus interne, qui présente de nombreux plis muqueux qui commencent en dessous des papilles au niveau du deuxième duodénum, on le rappelle. Ces plis muqueux vont s'intensifier au fur et à mesure que l'on progresse dans l'intestin grêle. Ces villosités intestinales, ces plis muqueux, permettent une démultiplication de la surface d'absorption intestinale. Ensuite, plus vers l'extérieur, on reconnaît ici en bleu la sous-muqueuse qui est très riche en artères, en veines et en lymphatiques. En effet, c'est logique, depuis tout à l'heure on fait que répéter qu'au niveau de l'intestin grêle on a une absorption des aliments, mais il faut bien à un moment donné qu'on ait des vaisseaux. C'est ici que vont se faire les échanges, l'absorption des nutriments. En effet, les nutriments ils vont être captés au niveau des entérocytes, de ces villosités intestinales, de ces plis muqueux, et ils vont passer et ils vont être absorbés au niveau des vaisseaux, des capillaires sanguins de la sous-muqueuse, mais aussi, pour certains, par les vaisseaux lymphatiques. Et ensuite, la couche la plus superficielle, la plus externe, c'est la musculeuse, la couche de cellules musculaires lisses. Elle va permettre de faire progresser le bol alimentaire dans le tube digestif en se contractant de façon régulière. C'est ce que l'on appelle le péristaltisme digestif. Ce sont des contractions non volontaires. On a donc une couche musculaire circulaire interne et longitudinale externe. Et on s'arrête là, on n'a que 2 couches dans l'ensemble du tube digestif, sauf au niveau de l'estomac où on en a une 3e. Et tout ça, bien sûr, c'est recouvert de péritoine. Il y a ici le double accolement de péritonéal qui est là pour être la lame porte-vaisseau de l'intestin, puisque c'est ici qu'arrivent les vaisseaux qui vont venir vasculariser l'intestin grêle. On a également un drainage lymphatique au niveau de l'intestin. En effet, on peut voir qu'il est appendu à la paroi postérieure de l'abdomen par le mésentère, uniquement dorsal, on rappelle. Le mésentère va permettre de distinguer 2 bords. Un bord mésentérique ici, qui est le lieu d'insertion du mésentère. C'est la face du tube qui fait face à la paroi postérieure de l'abdomen. On peut voir que dans ce mésentère, entre ces 2 feuillets péritonéales, vont circuler les vaisseaux, notamment de l'artère mésentérique supérieure, mais aussi lymphatique. On peut voir que vont se détacher des vaisseaux droits environ tous les centimètres d'une arcade bordante, ici parallèle au tube digestif,
pour venir irriguer en avant et aussi en arrière l'intestin grêle. On distingue également ici le bord antimésentérique du côté opposé à l'insertion du mésentère. Donc c'est la face qui fait face à la paroi antérieure cette fois-ci. Et on peut distinguer ici au niveau de la partie distale de l'intestin grêle, donc plus on s'éloigne dans l'intestin grêle, ici des amas lymphoïdes, ce sont les plaques de Peyer qui jouent un rôle notamment dans le système immunitaire. Ils sont importants à connaître car ils peuvent avoir des atteintes infectieuses. L'intestin grêle va être très vascularisé pour permettre l'absorption des nutriments. On le rappelle, il y a 3 artères à destinée viscérale issues de l'aorte abdominale, le tronc cœliaque, je pense que vous avez bien compris, l'artère mésentérique supérieure qui va vasculariser l'intestin grêle par son bord gauche, et aussi la partie droite du côlon par son bord droit. La réunion entre ce bord gauche et ce bord droit de l'artère mésentérique supérieure va se faire en projection de la portion de l'iléon qui se trouve à 50-70 cm de la jonction iléocécale. Et c'est au niveau de cette projection qu'on retrouve le diverticule de Meckel. C'est la non-régression totale du canal vitellin. Vous inquiétez pas, vous allez revoir ce mot en embryologie. Et on a également la 3e artère à destinée viscérale, qui est l'artère mésentérique inférieure, qui va venir irriguer le reste du côlon et du rectum. Ensuite, l'aorte abdominale, elle va se diviser en 2 artères iliaques communes et en plein d'autres choses, mais ça ne nous intéresse pas. On va maintenant voir les collatérales gauche de l'artère mésentérique supérieure. En effet, on le rappelle, il y a plus de collatérales pour la partie crâniale de l'artère intestinale primitive, la partie crâniale initiale, qui va donner l'intestin grêle. Mais c'est ce qu'on retrouve juste ici. L'artère mésentérique supérieure va donner 10 à 11 branches de son bord gauche. Ce sont les artères jéjuno-iléales et elles vont se disposer selon 2 types. C'est pas forcément évident à comprendre, mais on apprend comme ça. Elles vont se disposer en dents de peigne, en échelle. On peut voir ici qu'elles sont espacées régulièrement le long du bord gauche, comme un peigne ou des échelles, et aussi en bouquet. Ici, on peut voir un tronc et qu'elles vont naître d'un tronc commun qui vont se diviser. C'est pas forcément évident, mais on retient le plus important, c'est que ces 10 à 11 branches de cette artère mésentérique, elles vont se diviser du coup pour former un réseau très anastomotique. On peut voir ici, il y a plein d'anastomoses, que ce soit de premier, deuxième ou troisième ordre. Et les anastomoses, elles vont se finir ici en une arcade bordante gauche qui est parallèle au tube digestif, on peut voir, et de laquelle vont se détacher environ tous les centimètres des vaisseaux droits qui vont venir irriguer les 2 faces de l'intestin. Et tout ça, bien sûr, c'est enveloppé de mésentère. On va maintenant passer au collatéral du bord droit de l'artère mésentérique supérieure. Elle va donner 3 artères, donc pour la fin de l'iléon, le côlon droit et la moitié du côlon transverse qui est situé en haut. On a tout d'abord l'artère iléocolique droite qui va être très grosse et qui va donner 5 branches terminales. On peut voir un rameau iléal ici qui rejoint le bord gauche. 2 artères sécales qui vont venir irriguer le cécum et qui passent en arrière du cécum. Et ici une artère appendiculaire. Elle donne également un rameau colique ascendant le long du côlon droit ascendant qui va se prolonger par l'arcade bordante du côlon ici, qui va donner ensuite l'arcade de Riolan. Et cette arcade de Riolan va permettre la jonction vasculaire entre les territoires de l'artère mésentérique supérieure et de l'artère mésentérique inférieure. Donc, si on fait un petit récap, on va avoir le rameau colique ascendant, ensuite l'arcade bordante du côlon, de l'artère mésentérique supérieure, l'arcade de Riolan, et ensuite on aura l'arcade bordante du côlon de l'artère mésentérique inférieure cette fois-ci.
On reconnaît ensuite l'artère colique angulaire droite qui va venir vasculariser l'angle colique droit et l'artère colica media qui va vasculariser la partie droite du côlon transverse. Donc, si on répète, on a 3 artères collatérales au niveau du bord droit de l'artère mésentérique supérieure, l'artère iléocolique droite qui va donner 5 branches terminales, ensuite l'artère colique angulaire droite et l'artère colica media. Après l'intestin grêle, on retrouve le côlon faisant suite à l'iléon au niveau de la jonction iléocécale, zone de sphincter et de régulation. On peut la projeter en surface au niveau du point de McBurney, c'est le point de projection cutanée entre le tiers externe et le tiers moyen du segment reliant l'ombilic à l'épinilia cantero supérieur. C'est ici que l'on va retrouver les dernières anses iléales, la jonction iléocécale, ainsi que le cécum et l'appendice. On retrouve au niveau du côlon le côlon droit ascendant qui possède un diverticule, le cécum, avec lui-même son diverticule, l'appendice. Ensuite, nous avons le côlon transverse, le côlon gauche descendant ainsi que le côlon sigmoïde. Ce qui va distinguer l'intestin grêle du côlon, ce sont les bosselures ou ostrations que l'on appelle ténia, bandelettes coliques. Ce sont des condensations de la couche longitudinale externe. Le côlon en possède 3 qui vont se rejoindre à la base de l'appendice vermiforme et qui vont venir se terminer au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne. Tandis que l'intestin grêle est lisse. La fonction principale du côlon va être de dessécher le contenu intestinal en réabsorbant l'eau, permettant ainsi d'obtenir des matières fécales. Tandis qu'au niveau de l'intestin, on aura une absorption des nutriments. On va maintenant terminer avec le rectum, cette portion terminale dilatée du tube digestif, lieu de stockage des matières fécales, région notamment accessible à l'examen clinique grâce au toucher rectal. On va rapidement exposer les rapports anatomiques. Je vous rappelle qu'on est assis sur un losange osseux formé par en avant le pubis, en arrière le coccyx et latéralement par les tubérosités ischiatiques. Le rectum fait suite au côlon sigmoïde au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne en regard de S2-S3. En effet, on peut voir qu'il épouse la concavité sacrée dans la partie postérieure de la cavité pelvienne, elle-même fermée par le bas, par le diaphragme pelvien. Chez l'homme, on peut voir la vessie en avant, avec l'urètre prostatique, membraneux puis pénien. On peut voir le péritoine viscéral qui va venir recouvrir la partie supérieure du rectum, se réfléchir au niveau de sa face antérieure pour venir recouvrir la face supérieure de la vessie. On peut voir ici une poche entre le rectum et la vessie, c'est le recessus recto-vésical ou cul-de-sac de Douglas, c'est la partie la plus déclive de la cavité péritonéale où va s'épancher tout le liquide, notamment en cas de péritonite, ce qui va donner une région très douloureuse au toucher rectal. Le toucher rectal qui permettra également de toucher la prostate pour déterminer d'éventuels cancers prostatiques. On peut voir ici une loge une cloison entre la loge rectale et la loge prostatique, c'est le septum recto-prostatique entre le cul-de-sac de Douglas et le diaphragme pelvien. Maintenant, chez la femme, on peut voir qu'il y a un vagin qui se projette au niveau de l'épine sciatique surmonté par l'utérus qui est penché vers l'avant. On va pouvoir distinguer une cloison recto-vaginale et non plus recto-prostatique ici entre le vagin et le rectum qui est surmonté par le cul-de-sac de Douglas ou recessus recto-utérin cette fois-ci. Chez la femme, à l'examen clinique, au toucher rectal, on pourra examiner le cul-de-sac de Douglas ainsi que la face postérieure du vagin. On distingue 2 parties au niveau du rectum. Une première partie supérieure comme ceci, c'est le rectum pelvien, l'ampoule rectale, c'est cette portion dilatée qui est située dans la partie postérieure de la cavité pelvienne qui va servir de réservoir, de réceptacle pour les matières fécales. On peut voir qu'il est divisé en 2, une partie péritonisée et une partie sous-péritonéale. Enfin, dans cette partie inférieure, nous avons le rectum périnéal, le canal anal, qui s'abouche à la peau par l'anus. On peut voir une angulation de 110 degrés ouvert vers l'arrière entre le rectum pelvien et le rectum périnéal. C'est le cap anal, l'angle anorectal.
Cette angulation, elle est cruciale pour permettre la continence des matières fécales. Elle est due à l'action du muscle levator ani qui va venir tirer le rectum vers l'avant, formant ainsi un angle empêchant le passage des matières fécales. Autour du canal anal, on va pouvoir voir ici une zone de sphincter, muscle très puissant constitué de fibres musculaires striées et lisses, qui vont permettre également la continence, le stockage des matières fécales à l'intérieur du rectum. On va également retrouver de l'intérieur vers l'extérieur une muqueuse, une sous-muqueuse et une musculeuse. Une muqueuse de type glandulaire au niveau de laquelle on va retrouver des plis, des valves anales, une supérieure, moyenne et inférieure qui vont permettre la réception des matières fécales. Cette muqueuse se termine au niveau du rectum périnéal par des plis muqueux verticaux, les colonnes anales de Morgani. On peut voir au fond de ces colonnes vont s'aboucher des glandes, les sinus anaux, les glandes de Hermann et des Fosses, qui sont responsables de la sécrétion de phéromones qui vont notamment dicter certains comportements sexuels. Elles peuvent également s'infecter et donner de nombreuses suppurations. Au niveau du rectum périnéal, on va pouvoir subdiviser cette muqueuse en 3 zones. Une zone columnaire au niveau des colonnes, avec la ligne pectinée en dessous, et la ligne anorectale qui va relier les sommets des replis verticaux et qui va séparer les deux rectums. Ensuite, plus bas, nous avons une zone de transition épithéliale entre glandulaire au-dessus et épidermoïde en dessous, délimitée par la ligne pectinée au-dessus et la ligne anocutanée en dessous de cette zone de transition. Et enfin, nous avons la marge anale qui est située sous la ligne anocutanée de type épidermoïde qui va présenter ce que l'on appelle les plis radiés de l'anus. Nous avons également une sous-muqueuse un peu plus externe. Au niveau de la portion terminale du tube digestif, ces veines vont s'organiser en plexus veineux, donc c'est-à-dire des amas, des gros amas superficiels de veines. On va voir ici des plexus veineux hémorroïdaires supérieurs en regard de la zone columnaire qui vont réaliser un drainage du sang veineux vers le système porte via d'abord les veines mésentériques inférieures, puis ensuite la veine porte. On a en dessous les plexus hémorroïdaires veineux inférieurs en regard de la zone de transition ainsi que de la marge anale, permettant un drainage du sang veineux vers le système cave via les veines iliaques internes. Ensuite, nous retrouvons comme couche la plus externe la musculeuse, constituée comme sur l'ensemble du tube digestif de 2 couches de fibres musculaires lisses, une circulaire interne et une longitudinale externe. Au niveau de la partie basse du rectum, plus particulièrement en regard de la zone des colonnes du canal anal, on va retrouver un épaississement comme ceci de la couche circulaire interne, formant ce que l'on appelle le sphincter interne lisse de l'anus. Juste en dehors, on retrouve la longitudinale externe qui donne plusieurs expansions, comme on peut le voir, formant des ligaments qui vont traverser l'appareil sphinctérien, mais aussi vasculaire, comme on peut le voir, qui va venir maintenir l'ensemble et fixer à la peau. C'est le muscle corrugator cutis ani, le ligament de Parkes ou bien encore le muscle abaisseur de la peau de l'anus. Les fibres longitudinales, comme on peut le voir, elles sont tenues par d'autres fibres qui vont être issues du muscle levator ani, le muscle élévateur de l'anus, du diaphragme pelvien, comme on le rappelle, qui permet cette angulation anorectale de 110 degrés ouvert vers l'arrière, permettant la continence des matières fécales. Il y a aussi une musculeuse striée ici, formant le sphincter externe strié de l'anus, composé de 3 faisceaux, un faisceau profond, superficiel et sous-cutané, et on peut voir que c'est sur ce sphincter strié que va s'insérer le levator ani.